Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi préside la cérémonie de présentation de la troisième phase de l'INDH, un budget de 18 milliards de dirhams. Le préscolaire au centre de toutes les préoccupations. Sa généralisation est un chantier lancé conformément aux hautes orientations royales. Reportage dans l'une des écoles primaires de Tanger qui a aménagé des salles dédiées à cet enseignement. Coopération Maroc-Sierra Leone. Le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères est à Rabat. Lors d'entretien avec Nasser Bourita, Ali Kaba a loué le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie comme cadre exclusif du processus devant mener à un règlement définitif du conflit. Un univers de fragrances et de senteurs au musée du parfum à Marrakech, niché au cœur de la Médina. Un écrin de douceur olfactive extraite du terroir marocain. À la une donc, le lancement aujourd'hui de la troisième phase de l'INDH et c'est au Palais Royal à Rabat que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de présentation de cette nouvelle phase dont le budget devrait s'élever à 18 milliards de dirhams. Les développements avec Mohamed Aïtlishkar. Au début de cette cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal à Rabat, le ministre de l'Intérieur a prononcé une allocution devant le souverain portant sur la nouvelle vision de la troisième phase de l'INDH, l'initiative nationale pour le développement humain. Vision élaborée sur la base des hautes orientations contenues dans le discours du trône du 29 juillet dernier pour la poursuite de l'action dans un cadre de coordination et de convergence pour le lancement de la troisième phase de l'INDH. Le ministre de l'Intérieur a d'abord expliqué que ce chantier royal qu'est l'INDH a été mis en œuvre en deux phases sur la période de 2005-2018 à travers l'adoption de 4 programmes principaux et d'un programme additionnel lancé dès 2011 et le tout pour une enveloppe budgétaire globale de 43 milliards de dirhams pour les projets réalisés. Il s'agit du programme de lutte contre la pauvreté au milieu rural qui a bénéficié à quelques 702 communes territoriales. Le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain au profit au total de 532 quartiers. Le programme de lutte contre la précarité. Le programme horizontal au profit des catégories cibles et le programme lancé en 2011 qui a visé 3300 douars enclavés répartis sur 22 provinces. Au total, l'INDH, l'initiative nationale pour le développement humain, a permis la concrétisation de 43 000 projets entre 2005 et 2017. Et pour la troisième phase, elle visera 6 axes d'intervention. D'abord, la réorientation des programmes en accent sur l'investissement dans les aspects immatériels de l'INDH. Ensuite, la réalisation de la convergence entre les différentes approches sectorielles. Et puis, le réseautage des associations les plus actives dans le domaine de l'INDH. Et enfin, la pérennisation des investissements des projets en plus de l'efficience dans la gestion des programmes. La troisième phase s'étalera sur la période de 2019-2023 pour un budget prévisionnel de 18 milliards de dirhams financé à hauteur de 60% par le budget général de l'État, 30% par le budget du ministère de l'Intérieur et 10% par la coopération internationale. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 2 coffrets contenant notamment la proposition de la plateforme relative à la troisième phase de l'INDH. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé par la suite la cérémonie de signature d'une convention cadre portant sur l'appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural. La troisième phase de l'INDH sera basée sur une gouvernance créative et innovante pour plus d'efficacité des programmes et des projets. Une phase qui aura comme pilier le renforcement de la culture de la participation, le renouvellement des outils de gouvernance et la gestion intégrée des projets de façon à garantir la convergence entre les différents programmes sectoriels. À l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert une réception.
À présent, je vous propose d'écouter cette déclaration du Wali coordinateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri. L'éducation constitue un point fort de cette stratégie. Donc, il a été signé devant Sina Linsro une convention qui traite de l'éducation. Donc, il y aura l'accompagnement de l'INDH à l'éducation en matière de préscolaire, donc des enfants de 4-5 ans. Un accompagnement, donc avec ça, il y aura la construction par l'INDH la création de 10 000 unités, aussi la réhabilitation de 5 000 unités. Et aussi, on va accompagner, enfin l'INDH va accompagner l'éducation par le transport scolaire, par l'hébergement, par d'autres talibas, par tout ce qui touche l'orientation, tout ce qui touche à l'éducation. Donc c'est l'objet de la convention qui a été signée. Message royal de condoléances au président des États-Unis suite au passage de l'ouragan Florence qui a frappé récemment le sud-est du pays, faisant d'importants dégâts humains et matériels. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime ses sincères sentiments de solidarité et de compassion aux familles éplorées et au peuple américain frère. Autre message royal de condoléances au président philippin suite au typhon Mangot qui a frappé le nord de ce pays, faisant lui aussi de nombreuses victimes et causant d'importants dégâts matériels. Sa Majesté le Roi a également adressé un message similaire au président du Nigeria suite aux violentes inondations qui ont frappé plusieurs régions de son pays. La réforme de l'école en marche, consolidation du programme Taysir, généralisation du préscolaire, amélioration des prestations sociales au profit des étudiants, des priorités parmi beaucoup d'autres tracées conformément aux hautes orientations royales dans le cadre de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Ce soir, zoom sur le chantier de généralisation du préscolaire qui devra atteindre ses objectifs à l'horizon 2027. L'initiative trace déjà son chemin, vous le verrez dans cette école primaire de Tanger qui a aménagé des salles dédiées à cet enseignement. Saïd Naji, Hanissa Boumendi, Nissalina Oustar. Il est 9h du matin. Les tout-petits arrivent les uns après les autres. En attendant les retardataires, l'éducatrice Ihsan réserve un accueil chaleureux aux premiers venus. Elle crée une atmosphère douce et bienveillante pour démarrer la journée dans la joie et la bonne humeur avec ses petits bouts de chou. Ces derniers jouent, chantent et se dandinent. Les voici maintenant tous réunis dans la classe, une classe où ils laissent libre cours à leur imagination. L'idée n'est pas seulement d'inculquer, mais d'ouvrir leurs oreilles aux sonorités pour qu'ils prononcent mieux plus tard et pour garantir surtout leur épanouissement. Nous apprenons beaucoup de choses et nous nous amusons beaucoup. L'ambiance est superbe ici. L'enseignement préscolaire représente le socle à partir duquel toute réforme doit être initiée, car il offre aux enfants la possibilité d'acquérir un ensemble de capacités. Ihsan sait qu'elle prépare les citoyens de demain. Elle se consacre à sa mission avec beaucoup d'engagement. J'essaie de leur faire aimer ce lieu, de susciter leur curiosité avec des activités tout aussi ludiques qu'amusantes. Dans le cadre du plan d'urgence et grâce à nos différents partenariats avec la société civile, cette année, 69 établissements relevant de la direction de Tanger Assela disposent de classes consacrées aux préscolaires.
Le Royaume érige le préscolaire en priorité pour l'État et la famille. Le ministère de tutelle se trace l'objectif de généraliser l'enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 4 et 5 ans à l'horizon 2027 et intégrer la catégorie d'enfants de 3 ans à partir de l'année 2028. Pour relever ce défi, il sera notamment procédé à la création de 50 000 salles de classe et à la formation de 56 000 éducateurs et éducatrices. Coopération Maroc-Sierra Leone, Nasser Bourita s'est entretenu à Rabat avec son homologue sierra-léonais. Lors de ces entretiens, Ali Kaba a loué le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie comme cadre exclusif du processus devant mener à un règlement définitif de la question du Sahara marocain. Le responsable sierra-léonais a tout aussi loué dans ce sens les efforts du Royaume pour mettre fin à ce conflit artificiel. Saïd Ejassi et Souad Anachet. Le Maroc et la Sierra Leone déterminés à renforcer leur partenariat. La visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Sierra Leone est un signal fort et positif de l'engagement sans faille de Freetown de jeter de nouveaux ponts. Dialogue politique, coopération économique dans tous les domaines d'intérêt commun, là où le partage de l'expertise marocaine est fortement sollicité par ce pays. Deux pays du continent qui partagent les mêmes ambitions pour l'Afrique. Ali Kaba a loué la vision du Maroc pour l'émergence d'une Afrique intégrée, développée, stable et prospère. Nous avons décidé que le Royaume du Maroc et la Sierra Leone vont aller ensemble de l'avant, élargir le spectre de la coopération bilatérale dans des domaines tels l'énergie, les mines, l'éducation, l'agriculture, l'investissement ou encore la santé. Des secteurs clés sur lesquels nous voulons miser pour approfondir notre partenariat selon le principe gagnant-gagnant, ancré dans une vision partagée pour le continent et pour la paix et la stabilité dans le monde. Nous avons décidé d'abord de tenir la commission mixte dès l'année prochaine. La dernière session s'est tenue en 2008 et donc il est temps que cette structure de pilotage de nos relations bilatérales puisse se réunir rapidement. Nous avons également convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la formation diplomatique, dans la formation tout court, à travers l'Agence marocaine de coopération internationale. L'occasion pour Nasser Bourita d'assurer son homologue sierra-léonais de la disponibilité du Maroc à soutenir les programmes et projets initiés par ce pays en matière de développement économique et social. L'intégration régionale comme facteur de développement du commerce et de prospérité commune, une nécessité, estiment les deux ministres, tout comme le renforcement des liens institutionnels avec la région d'Afrique de l'Ouest. Ben Slimane Sodo d'une académie aéronautique multidisciplinaire, inaugurée tout juste hier à l'aéroport de la ville. Elle est dédiée à la formation de pilotes de ligne et d'ingénieurs mécaniciens d'avion. Elle se fixe l'objectif de répondre à un besoin précis et permanent du marché de l'emploi. La structure vise également à combler une lacune dans le domaine de la formation des pilotes et du personnel de maintenance aéronautique au Maroc, mais aussi à l'échelle du continent. Novares inaugure un nouveau site de production à Kenitra. Le groupe spécialisé dans les solutions complètes pour l'industrie automobile, comme les techniques d'injection plastique et d'application de vernis. Un nouvel investissement qui devra contribuer à la densification de la filière et son intégration. Wafa Ali Yaqoubi, Zakaria Mokinbillah. Ce nouveau site de production propose des solutions plastiques complètes au profit de l'industrie automobile. L'usine s'appuie sur les dernières technologies d'injection plastique et d'application de vernis. Elle compte produire des systèmes et des pièces de moteur, des pièces extérieures telles que des piliers ou des barres de toit, en plus de composantes intérieures telles que les panneaux d'instrumentation. Nous sommes inscrits au plan de l'industrie pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons des clients qui se sont installés, donc Peugeot et Renault, mais aussi parce que le gouvernement marocain a créé un environnement qui permet ces installations. Donc que ce soit sur le plan du financement, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan des infrastructures. Cette usine
L'usine de Kenitra compte actuellement 70 employés. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2019 et atteindre 225 personnes en 2020. La filiale marocaine devrait représenter environ 3% du chiffre d'affaires total de Novares. Cette usine qui est à Kenitra va employer 200 personnes dans une première étape et nous avons l'intention de travailler avec ce groupe qui est un groupe leader dans ce domaine-là pour élargir totalement l'ensemble des pièces qui seront construites au Maroc. La première valeur ajoutée, je dirais, de l'usine, c'est déjà d'offrir des emplois qualifiés aux personnes, donc en local. Donc on a vraiment pris le parti de faire un recrutement local, de mettre également un centre technique. Et le deuxième point, c'est de permettre à d'autres sous-traitants de nous accompagner et donc d'intégrer le plus d'activités possible au Maroc. Ce site industriel est le premier inauguré en Afrique du Nord par l'entreprise française. Sa réalisation a nécessité un budget de 30 millions d'euros, financé grâce à un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ces produits vont permettre d'approvisionner les clients marocains de Novares, dont les usines Peugeot à Kenitra et Renault à Tanger. Jetons un coup d'œil sur ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Yémen d'abord, où les forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe ont effectué une nouvelle percée dans leur offensive contre les rebelles Houthis dans la ville côtière de Hodeïda. Et se sont emparés de plusieurs secteurs clés près du port et de l'université. Plus de 18 combattants Houthis ont été capturés durant cette opération. 40 autres ont été tués dans cette offensive au cours des dernières 24 heures dans la région occidentale de cette localité située sur les bords de la mer Rouge. Tripoli et ses habitants empêtrés dans des violences fustigées par la mission d'appui des Nations Unies en Libye qui exhorte les différentes parties à respecter l'accord de cessez-le-feu. Des affrontements ont éclaté dans le sud de la ville, entraînant des coupures de courant. Des témoins font état d'explosions et d'échanges de tirs en différents endroits de Tripoli, forçant des civils à fuir leurs habitations. Les derniers affrontements ont coûté la vie à au moins 63 personnes. Après 2 jours de discussion, les présidents des deux Corées s'accordent sur des mesures concrètes pour la dénucléarisation. Pyongyang se dit prêt à fermer un site de tir de missiles en présence d'inspecteurs internationaux. Kim Jong-un envisage également d'arrêter de manière permanente le site nucléaire de Pyongyang qui abrite l'unique réacteur du pays et des installations de recherche sur l'atome, à condition toutefois que les États-Unis adoptent des mesures équivalentes dans l'esprit de la déclaration américano-nord-coréenne du 12 juin dernier. Le cinéaste américain James Gray présidera le jury de la 17e édition du Festival international du film de Marrakech qui aura lieu du 30 novembre au 8 décembre prochain, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Le Festival de Marrakech est un endroit unique où le langage du cinéma réunit des gens du monde entier. C'est un immense honneur d'être nommé président du jury et de revenir pour la 3e fois dans ce grand festival, s'est félicité le cinéaste américain. James Gray est connu pour ses films à succès, Little Odyssey, The Yard, Two Lovers ou encore The Immigrant. De tout temps, on les scrutait en quête de bonne fortune ou d'une météo clémente. Les astres ont constamment accompagné l'homme dans sa vie de tous les jours. Un univers de toutes les curiosités, mais qui n'a pas de secret. Pour un astronome de renom bien de chez nous, Zakaria Belhaj, le spécialiste des astres, a animé hier une soirée dédiée à la présence de l'astronomie dans la culture marocaine. Le reportage à Casablanca est de Dominique Orlando. Bien qu'en nombre plutôt très restreint, tous les participants à cette conférence ont démontré hier soir et par leur implication un réel intérêt pour tout ce qui concerne l'univers et l'espace. Et l'on imagine que c'est aussi parce que pour cela, il faut tout d'abord commencer par lever la tête vers le haut. Il faut savoir que le Maroc, d'abord, c'est un pays qui s'intéresse à l'astronomie et c'est quelque chose qui m'impressionne aussi. Et puis, je sais qu'il y a des observatoires dans le monde entier et d'après le conférencier, il en existe pas mal dans le monde. Et le Maroc, il dispose d'un observatoire à l'Oukaïmden.
qui a découvert quand même des planètes, 7 planètes. Au début, j'étais pas trop intéressée par l'astronomie, mais après j'ai commencé à m'intéresser et j'ai commencé à assister à des conférences. C'est pour ça que je suis là. Et qu'est-ce qui te paraît intéressant dans l'observation du ciel? L'observation des planètes, des nouvelles étoiles, trouver de la vie sur les autres planètes. Petit à petit, et de cette intrusion nouvelle dans la stratosphère, des constellations ont ainsi surgi comme autant de pistes d'éclairage et de compréhension quant à l'influence du monde céleste. Que nos anciens, ils ont utilisé l'astronomie pour leur vie quotidienne, surtout les gens qui pratiquent l'agriculture, donc pour cultiver les champs, pour avoir du blé, donc ils utilisent la position du soleil dans le ciel, la lune, donc là ils sont des astronomes par nature. Cette plongée verticale en direction de l'immensité du ciel a effectivement de quoi fasciner, et quel que soit son âge, parce que contrairement à l'idée qui voudrait que l'on se sente tout petit, c'est peut-être surtout l'inverse qui se produit, et devant nos yeux tout ébahi. Art de vivre en fin de ce journal avec ses déambulations au musée du parfum de Marrakech. Un écrin de beauté et de douceur olfactive extraite du terroir marocain. L'espace propose un voyage dans le temps pour vous mettre au parfum d'un art de vivre qui vous garantit beaucoup de bien-être. Le parfum reste bien la forme la plus tenace des souvenirs, disait bien un certain Marcel Proust. C'est un sujet de Soumaya Belayachi, Hassan Meskour et Mounia Marouche. De la distillation des eaux florales en passant par l'extraction des huiles végétales et essentielles, le visiteur plonge dans le patrimoine olfactif marocain. Dans cet univers de senteurs, on peut même créer son propre parfum à partir de différentes fragrances. Tellement enivré, Hasna tente de trouver la bonne formule. Cette expérience, moi je trouve que c'est une expérience exceptionnelle, surtout pour la femme. On sait tous qu'on a une relation très spéciale avec le parfum. La femme en général, c'est l'identité de la femme. Et cette expérience permet à la femme de créer sa propre identité au lieu de s'adapter à une identité qui existe déjà sur le marché. Et ça lui permet d'être unique. C'est une ambiance magnifique, chaque salle dégage une odeur sublime. Ce musée est la bonne adresse pour celles et ceux qui souhaitent s'imprégner de ces arômes de terroir. Garni de plantes médicinales et aromatiques, ce lieu retrace toute l'histoire de la flore marocaine qui a passé sous le nez aiguisé de grands parfumeurs avant de finir en pression liquide. Le musée de parfum à Marrakech est un espace où le visiteur peut découvrir l'art de la parfumerie au Maroc et les différents processus par lesquels passe la création d'un parfum. D'ailleurs, chaque visiteur peut vivre l'expérience originale de créer lui-même son propre parfum en participant à un atelier de création de parfums sur mesure. Pousser la porte de ce musée niché au cœur de l'ancienne Médina de Marrakech, c'est partir pour un beau voyage dans l'art de vivre marocain. Toute une histoire à portée de nez. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Moden. Et demain, c'est Boubka Mnarbit que vous retrouvez à 19h. À bientôt.